Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être reçus par Tony Gomez ici dans le restaurant Chez Laurent au cœur de Paris, au lieu des décideurs économiques et politiques. Nouveau lieu, nouveau décor, forcément, vous le voyez, c'est magnifique, mais avec toujours le même objectif, puisque nous allons continuer à vous parler de parcours inspirants comme celui de Sophia Merlo que je reçois aujourd'hui, et nous allons évidemment vous livrer des analyses pour avoir des clés pour mieux comprendre notre époque et justement appréhender l'avenir. Sophia Merlo, bonjour, vous êtes DRH du groupe BNP Paribas. Bonjour Magali. Merci infiniment d'être avec nous dans On se dit tout. Alors vous connaissez le principe, on va parler évidemment de BNP Paribas, mais on va d'abord parler de vous. Quel est votre parcours, Sophia Merlo? Tiens, parlez-nous un petit peu en résumé évidemment, des études que vous avez faites et de vos choix de carrière. D'accord. Alors, d'abord, moi, je vais déjà dire qui je suis. Donc, moi, je suis Sophia Merlo, certes. Je suis franco-marocaine. J'ai passé toute ma jeunesse au Maroc. Donc, j'ai été élevée dans une double culture et je suis arrivée en France juste après mon bac. D'accord. Pour continuer mes études. Et donc, j'ai fait effectivement HEC. Et je suis rentrée, je veux dire, dans la banque. Un peu, je dirais, parce que j'avais fait des stages dans les entreprises. C'est un classique. On fait un stage et voilà, c'est là on où fait on un a stage fait ses choix. Et voilà. Et je m'étais dit, bah tiens, la banque, finalement, c'est quelque part dans l'écosystème. Enfin, ça permet d'être au milieu de ce qui se passe dans l'économie. J'ai trouvé ça intéressant. Et donc, j'ai commencé donc juste après, en 85. Vous voyez, si vous faites le calcul, ça fait quand même 40 ans. J'ai commencé à accompagner des entreprises dans des secteurs industriels. Et donc, j'ai visité des usines pour comprendre comment on fabriquait la pâte à papier, et ainsi de suite. Ensuite, j'ai dirigé un centre d'affaires dans la région Aquitaine. Et puis, je dirais, en 2000, j'aimais bien manager, et en 2000, je suis arrivée au moment de la fusion au RH du groupe pour une première étape, où j'ai accompagné la carrière de certains collaborateurs, et j'ai été promue en 2004 responsable de la gestion des carrières pour l'ensemble du groupe. Et là, j'ai lancé les chutes de diversité, qui sont des sujets qui me tiennent bien sûr, on va en parler, bien sûr. Voilà. Et puis, les talents, les succession planning, enfin voilà, j'ai fait ça un certain temps. Et puis ensuite, j'ai voulu revoir du client, parce que voilà, le client interne c'est bien, mais revoir du client. Donc je suis allée à la banque privée, j'ai dirigé la banque privée en France et j'ai co-dirigé le métier Wealth Management au niveau mondial. Et donc là, j'ai vu des clients absolument extraordinaires. Et puis j'ai été nommée DRH du groupe en 2020. Qu'est-ce qui vous plaît, justement, vous avez fait toute votre carrière dans la banque, qu'est-ce qui vous plaît spécifiquement? Alors je pense que, donc moi ce que j'aime, c'est justement être confronté à des expériences différentes, à être sur le terrain, donc à comprendre. Donc parce que ça, c'est très important pour vous, Très important. Je dirais que ma double culture m'a amené à ça, puisque vous n'êtes pas enfermé dans un bureau. Non. Et puis très vite, même quand mes enfants étaient jeunes, on les a emmenés chaque année voir des pays différents, parce que voilà, se confronter à des cultures différentes, c'est apprendre à connaître les autres et ne pas avoir, je dirais, d'avis préconçus. D'a priori, c'est de se mettre à la place des autres et c'est de comprendre pourquoi quelqu'un réfléchit comme ça, parce que il a été éduqué, il a un environnement qui fait qu'il va penser de cette façon-là. Donc je pense que c'est très important, et donc pour moi c'est une discipline aussi. Donc dans un agenda, c'est une discipline de se dire que voilà, dans une année, il faut avoir des voyages, voir des collaborateurs pour être alimenté par ce qui se passe sur le terrain. Et puis, justement, ce qui se passe sur le terrain, ça permet de se dire quelle décision on peut prendre, parce que ça change. On voit bien que les choses peuvent s'accélérer. Absolument. Le monde évolue très très vite et le monde devient de plus incertain. Donc, exactement. Et je pense que souvent, je dis toujours, on peut prendre une décision à un moment donné parce que cette décision a été portée par ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas changer en cours de route. En cours de route ou quelque temps après. Et je pense que l'important pour ça, c'est d'expliquer aux gens le pourquoi on va être amené à changer sa vue. Et donc moi, je m'alimente beaucoup de terrain. Je m'alimente aussi avec mes pairs, avec d'autres industries, parce que voilà, ça permet aussi de se dire tiens, eux ils ont fait ça. Est-ce que nous ça sera adapté ou pas? Non. Et ça permet d'aligner aussi
ce qu'on veut. Et puis je pense que voilà, il faut avoir ça ancré. Bon, on va parler de votre fonction actuelle, DRH du groupe BNP Paribas. Le monde du travail aujourd'hui est en constante évolution, encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Quels sont les grands défis pour vous justement? Les grands défis, alors sur l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'il y a l'intelligence artificielle classique et l'intelligence artificielle générative. Oui, absolument. Donc je pense qu'il faut toujours le rappeler parce que l'intelligence artificielle, elle existe. Enfin, nous, on y travaille depuis 2016. C'est pas quelque chose qui est arrivé. Oui, c'est surtout l'intelligence artificielle générative. Voilà. Et donc l'intelligence artificielle classique, on la met en place depuis de nombreuses années et ça amène de la productivité. L'intelligence artificielle générative, elle, moi, je la considère plutôt comme un super assistant, puisqu'en fait, elle va aller apporter des éléments plus rapidement, des synthèses pour la faire simple, et donc elle va aider les collaborateurs à être finalement tout de suite plus équipés. Pour autant, ça doit amener l'esprit critique, ça c'est très important. Éthique. Et puis aussi pour nous, c'est de s'assurer que les gens comprennent, donc surtout ne laisser personne au bord du chemin. Parce que ça aussi, c'est la question de la formation, évidemment. Voilà, donc la formation, donc on a nous lancé justement une acculturation, on est en train de lancer une Tech Academy pour que justement chacun puisse se dire c'est quoi déjà ces différences et quels sont les risques, quelles sont les façons de faire. Pourquoi on interdit certaines choses? Parce que nous on est une banque, donc il faut aussi qu'on soit extrêmement rigoureux sur la protection des données, sur la façon dont on les traite, sur la façon dont on traite nos clients. Donc ça c'est au cœur de nos sujets. Il faut que tous nos collaborateurs comprennent et soient accompagnés autour de ça. Donc l'intelligence artificielle, ça va être progressif aussi dans cette appréhension parce qu'il faut être attentif aux biais. Et embarquer toutes les générations aussi sur ces questions-là. Exactement. Comment est-ce que vous allez relever le défi aussi de l'attirance des talents, puisque il va y avoir des centaines de milliers de postes à pourvoir d'ici à 2030, principalement en raison des départs en retraite. Est-ce que ça aussi c'est un gros défi pour vous? Alors, on est déjà, je rappelle, BNP Paribas, c'est 180 000 collaborateurs, 64 pays. On recrute chaque année à peu près 20 000 collaborateurs dans le monde. Donc, c'est aussi, on va recruter des commerciaux, mais on va aussi recruter beaucoup de gens dans la tech et dans l'IA, parce que, une banque, c'est aussi une société de tech, parce qu'on utilise beaucoup de données. Et en fait, l'important, et on l'a bien vu au cours des dernières années, c'est de s'adapter à ces profils, aux attentes des candidats. Enfin, ça rebondit. Oui, alors ça aussi, c'est une question, les attentes. Voilà, les attentes, elles peuvent être différentes d'ailleurs d'un pays à l'autre, et puis les potentiels d'un pays à l'autre sont différents. Nos besoins aussi d'un pays à l'autre sont différents. Donc, c'est comment on va bien suivre ces attentes et bien aussi communiquer avec les canaux que ces collaborateurs, candidats en fait, vont utiliser, parce que aussi entre les jeunes ou les plus expérimentés, chacun va aller utiliser des canaux différents. Et donc c'est quelque part quelque chose que l'on travaille constamment pour être sûr qu'on est bien dans la bonne direction. Et voilà, on arrive à recruter. Donc je dirais, on va continuer de cette façon. Alors on est aussi en interne très focalisé sur la mobilité interne. Je vous ai vu mon parcours, donc c'est quelque chose que l'on prône. Et donc, quand je dis qu'on fait 20 000 recrutements externes par an, on fait 21 000 mobilités par an. Oui, donc on est aussi à chaque fois en train de se dire, est-ce qu'un poste, quand il est ouvert, peut être pourvu par quelqu'un en interne que l'on va former, parfois sur des sujets qui peuvent être différents, mais on voit bien qu'il y a des compétences qui peuvent être communes. Et donc ça aussi, c'est dans notre ADN et on voit que c'est très attendu. On parlait de transformation du travail, il y a aussi la question de l'attente des collaborateurs, avoir davantage de télétravail, etc. Ça aussi, c'est quelque chose dont vous avez conscience, cette transformation permanente, en tout cas, et les attentes qui sont quand même assez élevées, tant sur le plan du temps de travail, de où on travaille, et est-ce qu'on est aussi respectueux et porteur de valeurs. C'est aussi un gros défi. Bon, la question est très vaste, mais sur le télétravail, c'est quelque chose, j'imagine que BNP Paribas fait beaucoup aussi. Alors oui, en fait, on faisait déjà du télétravail avant le Covid. On le faisait peut-être d'une façon un peu normée. Le Covid nous a appris d'adapter nos méthodes et nos formules de télétravail. Donc, on a fait quelque chose de plus cohérent pour être sûr que chaque équipe et chaque métier allait avoir la formule adaptée. Parce que quand on est dans l'audit, il faut être très présent à certains moments et on peut être en télétravail à d'autres, alors que dans d'autres métiers, on peut avoir du télétravail plus régulier. Et puis il y a des métiers où il n'y a pas de télétravail. Oui, c'est vrai. Donc je pense que c'est ça qu'on a fait comprendre à nos collaborateurs. Et puis surtout, on a dit que pour nous, le collectif était très important.
Donc, quand on a adopté le télétravail de façon plus généralisée, on a toujours dit il ne faut pas que le télétravail dépasse 50% du temps. Il faut garder la culture d'entreprise. Exactement. Et ça, on s'y est tenu. Alors, au début, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Hein. Aujourd'hui, ils le comprennent mieux. Et je dirais, voilà, c'est quelque chose qui vit et on a formé nos managers à ce mode un peu hybride. Et on voit, puisqu'on fait des études régulières de la voix des collaborateurs là-dessus, on va dire que maintenant c'est totalement rentré dans les mœurs. Ça fait partie de nos dispositifs, ça fait partie de notre façon de fonctionner. Et je dirais, voilà, c'est quelque chose qui répond aussi à une demande. Alors il y a aussi la question de l'inclusion hein, dans les recrutements. Comment est-ce que BNP Paribas, comment est-ce que vous essayez d'avoir plus d'inclusion dans les métiers? Alors, comme vous l'avez compris, le sujet de la diversité et de l'inclusion, c'est des choses qu'on a lancées en 2004. Moi, j'en suis assez fière parce que voilà, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement présent. Avec un certain nombre de politiques internes, c'est pris par les managers. On a 5 piliers hein, dans les sujets de diversité, tout ce qui est genre, orientation sexuelle, culture, génération et handicap. Aujourd'hui, ça, le deuxième pilier, c'est d'avoir aussi une gouvernance sur le respect des personnes. Et ce qui veut dire que ces deux choses sont très importantes parce qu'on veut que chacun soit respecté pour qui il est dans l'entreprise. Et si jamais à un moment donné quelqu'un est témoin ou victime de quelque chose qui ne serait pas acceptable, il peut, je dirais, en faire une alerte et on fait des investigations. Donc quelque part, pour nous, c'est extrêmement important et je pense que les collaborateurs le sentent, c'est de se dire on est une entreprise inclusive, on fait en sorte d'avoir des équipes transversales. Alors on fait beaucoup pour aussi les femmes. Hein. Si je donne un chiffre, en 2011, on avait une femme au COMEX. Aujourd'hui, on est 42% de femmes au COMEX, donc c'est des choses sur lesquelles nos managers, nos dirigeants sont extrêmement ambitieux, engagés. Vous êtes un rôle modèle, vous aussi, hein, d'ailleurs, et pour la diversité et pour les femmes. Alors, rôle modèle, je suis toujours très attentive. Pas ce terme. Non, j'aime pas ce terme parce que je pense que chacun est comme il est et chacun doit se sentir quelque part voilà, aligné avec ses valeurs. Sauf que les jeunes filles qui nous regardent, elles se disent tiens, pourquoi pas, moi aussi j'ai envie de devenir dirigeante, vous voyez. Tout à fait. C'est un rôle modèle. Et je pense qu'effectivement, et on voit bien que d'ailleurs, parce que souvent on dit que certaines femmes peuvent hésiter, on voit que quand on passe un certain cap, je veux dire, les femmes effectivement vont se dire finalement il y en a plus, donc c'est finalement plus facile. Voilà. Absolument. Alors que quand on n'avait qu'une, c'était plus complexe. Complètement. Donc voilà, je pense que quand on passe, on va dire, c'est toujours la norme des 30%, quand on passe les 30%, finalement, c'est plus une question. C'est plus une question, voilà. Absolument. Ça, c'est important. On va passer à la question du World Impact Summit. À présent, le World Impact Summit, le sommet des décideurs qui veulent bâtir un avenir durable, et c'est juste après le jingle. La question du World Impact Summit. Quelles initiatives spécifiques BNP Paribas a-t-elle mis en place pour intégrer l'environnement au cœur de sa stratégie? Alors, je pense que depuis de nombreuses années, BNP Paribas, en tant que banque, s'est investi très largement pour la décarbonation, pour accompagner la transition écologique. On finance beaucoup les énergies renouvelables, on a des équipes dédiées à accompagner nos clients, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Donc tout ça est vraiment avec des objectifs, parce qu'il faut mesurer ce que l'on fait. Et nous, en tant qu'RH, notre rôle, ça a été d'accompagner la formation de ces collaborateurs. Et donc, on a créé en 2022 une Sustainability Academy dans laquelle on a réuni tous les besoins de formation avec, je dirais, quelque part des strates, en tout cas, des formations pour tout le monde, les basiques, ce qu'on appelle les basiques sur les différents sujets, puis ensuite des formations plus expertes. Et on va dire que depuis 2022, on a à peu près 133 000 collaborateurs, donc une très très forte proportion, qui ont suivi au moins une formation dans cette académie. Et on continue d'évoluer, puisque là aussi, les choses évoluent. On parlait d'IA tout à l'heure, mais là aussi, il faut comprendre la biodiversité, les sujets de décarbonation, ça veut dire quoi? Donc tout ça, c'est important d'amener cette formation à nos collaborateurs pour qu'ils soient de vrais experts face à nos clients. Et puis pour ceux qui ne sont pas face aux clients, on a aussi beaucoup de choses en interne. Donc on a un programme qui s'appelle Green Company for Employees. C'est comment nous, en tant qu'employés, on participe à ces sujets d'environnement. Donc comment la flotte de véhicules est décarbonée, comment on n'utilise plus de plastique, un certain nombre de choses qui mettent les gens en responsabilité. Et puis donc on a aussi un programme 1 million hours to help qui accompagne nos collaborateurs où ils peuvent consacrer à peu près une demi-journée de leur temps de travail
à une cause solidaire ou environnementale. Ils ont pu d'ailleurs participer au World Cleanup Month, sur lequel voilà, tout un chacun peut aller travailler. Donc on le fait dans plusieurs pays, hein, pas uniquement en France. Et ça, c'est important d'engager les collaborateurs dans ces dimensions collectives en matière d'environnement. Question de Centrale Supélec, à présent, rubrique de décideurs engagés, juste après le jingle. La question de Centrale Supélec, comment est-ce que vous préparez les transformations liées à l'intelligence artificielle? On en a parlé un petit peu au début de cette émission de l'intelligence artificielle générative, forcément. Comment est-ce que vous préparez justement ces transformations? Alors, je pense qu'on les prépare en se disant qu'on a des collaborateurs qui vont en avoir l'usage. Et donc là, il faut qu'on les forme à comprendre les attendus et comment ils doivent peut-être avoir un esprit critique dans ce qui va leur être donné. On accompagne aussi ce qu'on appelle des experts, ceux qui vont travailler eux-mêmes pour livrer, on va dire, des solutions. Et donc là, eux, il faut vraiment, et donc on l'a fait depuis plusieurs années, qu'ils soient formés à ce qu'ils vont faire, mais surtout qu'ils aient un fort engagement éthique pour s'assurer qu'on n'a pas de biais dans les algorithmes, pour s'assurer qu'on utilise ces algorithmes de façon extrêmement responsable. Donc ça, c'est ce que l'on fait. Et puis on va avoir, on va dire, ceux qui vont donner la stratégie, hein, donc parce que les choses évoluent, on voit bien que les choses évoluent vite. Donc tout ça, c'est, on va dire, c'est en mode en ce moment, c'est en mode progressif. On apprend en marchant, finalement. Voilà, on apprend en marchant. Ce qu'on se dit, c'est ça va quand même transformer un certain nombre de choses, ça va créer des nouveaux métiers, ça va en laisser aussi. Ça va en transformer. C'est un peu comme le digital il y a quelques années. Hein. On se disait, oh là là, et puis maintenant, tout le monde a du digital autour de soi. Donc, je pense que ça va être une évolution assez comparable. Il faut simplement s'y préparer et préparer les collaborateurs à cette évolution qui va toucher leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. On va parler à présent de politique, ou pas, hein, c'est vous qui voyez, Sophia Merlot, puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle. Sophia Merlot, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent aujourd'hui? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. Alors moi, je fais pas de politique, mais tout ce que je dis, c'est que dans une entreprise... Ce sera face caméra. Donc, dans une entreprise, il y a plusieurs générations, il y a 4 générations, et donc ce que nous devons faire, c'est s'assurer que les plus expérimentés, ce qu'on appelle les seniors, et les plus jeunes cohabitent ensemble. Donc, et c'est ne pas opposer les uns et les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons, on a plus de 32% de collaborateurs qui ont plus de 50 ans, mais on a aussi beaucoup de collaborateurs jeunes. On est très partant sur l'apprentissage. Donc, comment on fait fonctionner? On prend 2000 apprentis par an. Donc, on va continuer de prendre 2000 apprentis par an, et on va continuer aussi de garder nos collaborateurs au-dessus de 50 ans employables. Et donc, je pense que l'important, c'est de s'assurer que les générations ensemble cohabitent et d'éviter d'opposer les deux générations. Embarquer tout le monde, comme on dit. C'est ça, embarquer tout le monde. Il peut passer l'expérience. Enfin, voilà, un jeune peut apporter son expérience courte, mais avec plein de questions, plein d'idées, plein d'innovations. Et quelqu'un de plus expérimenté peut apporter son expérience du vécu. Et c'est toujours extrêmement important. Il peut apporter son réseau. Donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à faire circuler dans l'entreprise. Merci beaucoup Sophia Merlot, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.